Bonjour, aujourd'hui, moi, Nasr Mohamed, ainsi que Lucie Dumas, Chana Dem et Chloé Spenel, nous allons vous présenter tout ce qui concerne l'affaire Dreyfus. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, où la France est encore sous le choc de l'humiliation de la perte de l'Alsace et de la Lorraine. La République modérée, qui s'étend de 1879 à 1899, traverse une série de crises, ce qui accroît le sentiment d'insécurité. Espérant instaurer l'ordre et ayant peur d'une nouvelle humiliation, le régime républicain français s'oriente vers un nationalisme agressif antisémite. Vers la fin 1894, le journal Le Figaro révèle l'existence d'une enquête au sein de l'état-major de l'armée française à la suite d'une affaire d'espionnage et de trahison. C'est alors Alfred Dreyfus, qui est un commandant juif de l'armée française, qui est accusé d'avoir livré des secrets militaires à l'Allemagne. Il est donc mené en procès par l'état-major et il est jugé coupable en 1895 car son écriture est similaire à celle du bordereau écrit par le traître et intercepté par les services secrets. Cet élément est donc suffisant pour le juger coupable, il est donc humilié lors de sa dégradation et il va être envoyé en prison sur l'île du Diable où ses conditions d'incarcération vont être pénibles. Il sert alors à l'armée française d'exemple pour tous ceux qui auraient l'idée de faire passer des informations aux ennemis. C'est en juillet 1895 que le colonel Georges Picquart est affecté au poste de chef du contre-espionnage. Et c'est grâce à cela qu'il découvre que le vrai espion est en réalité le commandant Ferdinand Walsin Esterhazy. Il va donc le rapporter à l'état-major qui refuse d'avouer une erreur judiciaire. Ils ne veulent donc pas revenir sur leur décision car Dreyfus est le bouc émissaire idéal puisque depuis son arrestation, il n'y a plus d'échanges interceptés entre les Allemands et l'armée française. Picquart est donc muté en Tunisie afin de l'éloigner de l'affaire et c'est à ce moment-là que Henri, un de ses collègues, écrit le fameux Petit Bleu, aussi appelé Faux Henri, qui stipule que le vrai traître est bien Dreyfus. Picquart est ensuite accusé de malversation par Henri et rentre alors à Paris. Là-bas va donc se dérouler l'affaire Picquart. Pendant ce temps, des témoins affirment que l'écriture du bordereau est celle d'Esterhazy. Alors, Mathieu, le frère d'Alfred Dreyfus, porte plainte et l'armée est contrainte d'ouvrir une enquête à cause de la pression exercée par le public. Esterhazy est donc conduit en procès, mais va être acquitté. C'est alors que le camp des Dreyfusards se forme, dorénavant les défenseurs de Dreyfus qui s'organisent et sont appuyés par les milliers de personnes qui demandent la révision du procès, mais surtout Mathieu Dreyfus, le frère d'Alfred Dreyfus. Il est rejoint par des personnalités importantes comme Émile Zola ou bien encore Joseph Reynasch et il décide de frapper fort. En effet, le 13 janvier 1898, Émile Zola publia dans le journal L'Aurore, fondé par Clémenceau et Vaughan l'année précédente, une lettre ouverte au président de la République, Félix Faure, dont le titre provocateur est « J'accuse », choisi par Clémenceau, qui s'étalait en gros caractères sur la page de titre du journal. Dans cette longue et dense accusation, qui occupe les 2 premières pages du journal sur 6 colonnes, Zola rappelle dans un premier temps les circonstances de l'affaire, la découverte du bordereau et la condamnation de Dreyfus, puis revient sur la révélation de la trahison du commandant Esterhazy, avant de dénoncer son acquittement scandaleux et d'accuser, dans une suite commençant par le célèbre « J'accuse », les ministres de la guerre, les officiers de l'état-major et les experts en écriture convoqués lors du procès d'Esterhazy, d'être responsables de la condamnation d'un innocent en acquittant un coupable. L'article fait scandale et Zola est conduit en procès pour diffamation et il est condamné à la peine maximale qui est de 1 an de prison et 3 000 francs d'amende. Il s'exile donc en Angleterre pour échapper à la prison. Ce procès est donc une victoire pour les Dreyfusards car l'affaire prend encore plus d'ampleur. Ensuite, c'est dans la soirée du 13 août 1898 que le capitaine Cuignet découvre que le faux Henri n'a pas été écrit par l'ambassade allemande et il le fait savoir. Henri est donc interrogé et il avoue tout. C'est lui qui l'a écrit afin de renforcer la culpabilité de Dreyfus pour ainsi protéger l'État au risque de condamner un innocent. Il se suicide alors le lendemain de son interrogatoire. Les doutes se retournent donc contre Esterhazy qui s'enfuit à l'étranger. Cela prouve donc sa culpabilité.
L'État doit donc prendre une décision car les preuves de l'innocence de Dreyfus sont accablantes et l'on sait désormais que le traître est Esterhazy. Dreyfus est donc ramené à la métropole afin d'être jugé de nouveau et son procès s'ouvre le 7 août 1899 à Rennes. C'est là que l'on découvre Dreyfus dans une condition physique déplorable, mais cela n'empêche pas tout l'état-major de témoigner contre lui sans aucune preuve. De plus, son avocat est blessé par balle par un extrémiste et les actes d'Esterhazy ainsi que les aveux d'Henri sont considérés comme nuls. C'est le 9 septembre 1899 que la Cour rend son verdict. Dreyfus est reconnu coupable de trahison mais avec circonstances atténuantes. Il est donc condamné à 10 ans de prison et à une nouvelle dégradation. Cependant, Dreyfus est à bout de force et éloigné de ses proches depuis bien trop longtemps. Il veut donc reprendre sa vie en France et décide alors de signer un décret qui lui permet, en avouant sa culpabilité, d'être gracié. Il ne veut donc plus se battre et signe le décret le 19 septembre 1899. Il sera libéré 2 jours plus tard et réintégrera ensuite de nouveau l'armée française. Une fin qui laissera de nombreux Dreyfusards frustrés. L'affaire Dreyfus présente une menace sociale et politique pour la France, surtout suite au fameux article d'Émile Zola « J'accuse », qui va créer une révolte pour montrer l'innocence de Dreyfus et démasquer les vrais espions de ce complot. Cependant, l'affaire Dreyfus entraîne une augmentation de l'antisémitisme, qui va trouver son accomplissement dans la politique de Vichy, juste après la capitulation face à l'Allemagne en 1940. Mathieu Dreyfus, en reprenant toute l'affaire depuis le début et en accusant la falsification de l'armée et le ministre de la Guerre, essaye de revenir sur les irrégularités du procès de Dreyfus, mais la violence qui entoure le procès en diffamation et ses tensions vont aggraver la situation en France qui était déjà fragile avec les tensions entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards, qui eux sont convaincus par l'idée que la France soit dirigée par un gouvernement des Juifs. Donc maintenant, on va parler des idées et des valeurs des anti-Dreyfusards. Donc tout d'abord, durant l'affaire Dreyfus, les Dreyfusards et anti-Dreyfusards, ils s'affrontent particulièrement violemment dans la presse, voire dans les rues, afin de défendre leurs idées. Donc les anti-Dreyfusards, ce sont des antisémites, royalistes, et ils ont extrêmement confiance en l'armée. Les anti-Dreyfusards, donc ce sont ceux qui s'opposent à la révision du procès de Dreyfus. Ils privilégient l'honneur de l'armée au détriment donc de la vérité judiciaire. Ils ne voient en Dreyfus qu'un espion et un traître qui, par ses origines juives, menace l'intégrité nationale. Et ils sont déterminés à défendre l'honneur de l'armée. Donc eux, tout simplement, ils ont confiance en l'armée et pour eux, c'est impossible qu'ils aient menti et que Dreyfus soit innocent. Pour eux, c'est inimaginable. Également, il faut savoir que les anti-Dreyfusards étaient beaucoup plus nombreux que les Dreyfusards. Et on retrouvait, donc là par exemple, en bas à gauche, on voit une assiette qui montrait leur appartenance, comme quoi ils étaient contre Dreyfus. Et on a une affiche de Dreyfus, un traître, c'est les anti-Dreyfusards qui exprimaient leurs sentiments en montrant que pour eux, Dreyfus était un traître. Et on verra avec les Dreyfusards que l'affiche est presque la même, mais au lieu de marquer traître, il y a marqué qu'il est innocent. Donc maintenant, nous allons parler des Dreyfusards. Donc les Dreyfusards, eux, leur but, ils voulaient rétablir la vérité et la justice. Donc lors de la publication de Zola, qui a publié « J'accuse », ça lance une bombe à retardement dirigée contre l'armée et le gouvernement qui avait donc participé à la condamnation donc de Dreyfus, qui était un innocent. Les Dreyfusards, ils ont décidé de faire un rassemblement. Leur objectif, donc, c'était juste de rétablir la vérité. Ensuite, donc, le groupe des Dreyfusards, ils ont commencé à être de plus en plus nombreux lorsque le chef du contre-espionnage militaire français, donc Picquart, a réouvert l'enquête de Dreyfus. Puis, il y a eu de nombreuses fuites et donc tout ça a mis le doute et ils se sont demandé si ce n'était pas donc une injustice. Ça leur donnait donc encore plus ce besoin de rétablir la vérité. Et donc on a bien vu que les deux clans avaient pour but de montrer leur appartenance à une opinion précise. Donc dans ce cas-là, donc c'est pour ou contre Dreyfus. Et donc on avait vu pour les anti-Dreyfusards que ils avaient une assiette pour montrer leur appartenance, c'était leur signe à eux. Et là, pour les Dreyfusards, eux, ils ont un pins avec la tête de Dreyfus dessus. Et donc c'est comme ça qu'ils montraient leur soutien à Dreyfus.
Et donc là, on voit, donc tout à l'heure, on a vu l'affiche des anti-Dreyfusards qui montrait bien que donc Dreyfus il avait marqué que c'était un traître. Et là, on a la même affiche presque, sauf qu'au lieu du mot traître, on voit le mot innocent. Donc ça oppose leurs deux valeurs et leurs deux idées, comme quoi d'un côté Dreyfus est innocent et de l'autre Dreyfus est un traître et est coupable. En conclusion, le capitaine Dreyfus se retrouve seul, laissé par la plupart de ses soutenants. Il sort de prison le 21 septembre 1899, mais ce n'est qu'en 1906 qu'Alfred Dreyfus est enfin réhabilité. Dorénavant, il va consacrer sa vie à l'idée de créer un territoire pour les Juifs du monde entier, Israël. Mais il meurt le 12 juillet 1935 d'une crise cardiaque. Mais son affaire reste marquante et représente un point de passage important dans l'histoire française. Sur le plan international, l'affaire Dreyfus n'est pas sans conséquences. Elle est à l'origine de la création du Ciel journaliste juif qui suit le procès de Lanoël Offray.